regardez Évasion Guinée, bonsoir, le journal, mais avant, les principaux titres. La crise politique en Guinée est loin de trouver son dénouement. L'opposition demande à nouveau à ses militants de descendre de la rue ce jeudi 23 avril 2015. Elle proteste toujours contre le manque de dialogue et le chronogramme d'organisation des élections par la CENI. Coup de filet réussi des brigades anti-criminalité, elles viennent de mettre la main sur un jeune homme d'une trentaine d'années lundi à Conakry. Ce dernier aurait en sa possession des gris-gris et de la drogue pour exécuter ses sales besognes. La situation humaine devient intenable. Ce mercredi encore, de nouveaux raids menés par l'Arabie Saoudite ont visé des positions outils. Bienvenue à tous dans ce journal. L'opposition dite républicaine appelle de nouveau ses militants à une nouvelle manifestation ce jeudi 23 avril 2015 sur toute l'étendue du territoire national. À quelques heures de cet événement, les leaders politiques de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle sont toujours divisés sur le discours du chef de file de l'opposition pendant la manifestation du 20 avril dernier. Explication, Fali Guidabouki. L'impasse politique est loin d'atteindre son épilogue en Guinée. L'opposition républicaine appelle à une nouvelle manifestation jeudi sur toute l'étendue du territoire national. De rester mobilisé, mais en même temps, je lancerai un appel au gouvernement guinéen. L'objectif que l'on a quand on arrive au pouvoir, ce n'est pas d'instaurer un bras de fer permanent avec l'opposition et les populations. Ce n'est pas dans ce cadre-là, ce n'est pas l'objet de la prise du pouvoir. C'est un honneur quand on vous donne la possibilité de diriger notre pays. Le leader de l'UFR brise le silence sur les séries d'attaques perpétrées au siège national de son parti. On n'arrêtait pas de dire que oui, les manifestations ont lieu sur Koza Bambeto, mais que ça ne touche pas l'autoroute. Le fait que les gens se soient organisés depuis le début de ces manifestations pour que la route du Niger et l'autoroute soient bloquées parce que les militants de l'UFR jusqu'au kilomètre 36 sont pris la voie, c'est ce qui fait que tous les matins on va attaquer le siège pour empêcher les jeunes sans se regrouper. Le chef de file de l'opposition guinéenne, lui, s'est réjoui de la forte mobilisation des militants lors de la dernière manifestation. Dalen Diallo a réitéré, je cite, « Je dis, il faut que soit Alpha Condé fléchisse, soit qu'il parte si le chronogramme de la discorde de la CENI n'est pas retiré. » Il l'a dit, on le maintient. Le discours de Paris est clair. Alpha Condé perd la légitimité. En perdant la légitimité, si les gens ne parlent pas français, qui ne comprennent pas français, qui viennent qu'on leur donne des cours. Ils disent, le discours de Paris est clair. Il perd de légitimité, ça ne veut pas dire qu'il perd la légalité. Il reste légalement le président de la République, mais il perd la légitimité à partir du moment où il bafoue les lois de la République. C'est un avertissement strict que nous adressons. Parce que nous avons l'impression que les membres du gouvernement ne sont pas en train de mettre en œuvre pour empêcher ce qui se passe, ce qui se produit. Mais nous le savons. Le président de la République, le professeur Fakonde, a été élu par le peuple. Et là, la légitimité et la légalité jusqu'à la fin de son premier mandat. Par conséquent, nous les avertissons strictement. Pour un début, ils sont en train de demander son départ. La force de l'ordre s'occupera. Et normalement, au-delà de ça, ils retrouveront en face d'eux ceux qui ont voté, ceux qui ont eu le président de l'Europe. Les arguments des deux rivaux politiques sont diamétralement opposés. Je dis et je persiste. Si M. Alpha Condé ne fléchit pas, s'il ne revient pas à de meilleurs sentiments, pour faire en sorte que le chronogramme de la discorde, qui est anticonstitutionnel, parce que la CENI n'a pas le droit de changer la loi. À partir du moment où la CENI décide de prolonger le mandat de la durée de vie des délégations spéciales, soit il règle le problème, soit on demande son départ. Et de demander le départ d'un président en plein exercice et conformément à ce qu'a dit la Constitution. Pour le moment, le président n'a touché aucun article de la Constitution qui lui impose à qui que ce soit. Alors, c'est le parce que ce qui a été décidé par le peuple, je parle bien de l'enfant populaire, a été son élection. Donc, nous les avertissons, nous les regardons, nous les observons, parce qu'entre eux, entre les partis politiques, entre les entités politiques, il y a l'État qui est là, qui doit maintenir l'ordre. Mais lorsqu'ils dépasseront les bords, ils nous reculeront sur leur chemin. À 6 mois donc de la date pour la tenue de la présidentielle en Guinée, les membres de la société civile guinéenne se mobilisent pour élaborer une synergie d'action forte et efficace avant le 11 octobre prochain.
Ce mercredi, ils ont procédé au lancement du projet d'unité d'action des organisations de la société civile guinéenne pour contribuer, dit-on, à la transparence des prochaines échéances électorales dans le pays. Mariam Diallo, Lansana Traoré. Face à la date prévue pour le premier tour des échéances électorales, une nouvelle synergie d'action est mise en place en accord de partenariat avec le Fonds de développement et de coopération de l'Union européenne, dont le but est de venir au soutien du processus électoral qui est en cours. Et ce 11e Fonds européen de développement, qui va commencer justement en 2015, verra une enveloppe notamment pour le soutien, bien entendu, aux processus électoraux ici en République de Guinée. Et derrière le soutien aux processus électoraux, il y a évidemment le soutien de la société civile. Cette initiative est soutenue par la Fondation Osiwa en vue de préserver la paix dans le pays. La Fondation Osiwa soutient la société civile guinéenne dans son ensemble pour qu'elle puisse contribuer à des élections apaisées et transparentes. Et nous estimons que, vu le contexte politique actuel et le blocage qu'il y a au niveau du dialogue politique, la société civile apparaît comme l'un des acteurs les plus importants qui pourrait jouer un rôle décisif pour désamorcer les choses et surtout pour pouvoir débloquer un peu la question du dialogue politique. Cet atelier organisé par la société civile vise à créer un espace serein pour le dialogue dans le pays. Dans une population où les différentes communautés ne se font plus confiance, la société civile, dans le cadre de sa mission de veille, d'alerte et de proposition, a bien voulu organiser cet atelier pour mettre ensemble les différentes entités représentatives de la société civile, mutualiser les différentes initiatives en matière de contribution citoyenne pour la consolidation de la paix. Également, 5 actions phares sont programmées par la société civile pour mener à bien les objectifs de cet atelier. La première action, naturellement, c'est cet atelier de partage pour que tous les acteurs qui n'ont pas participé à la conception de l'initiative puissent être au même niveau d'information. La deuxième rencontre, naturellement, c'est un atelier qu'on appelle l'atelier de haut niveau, qui va mobiliser cette fois-ci, en plus des acteurs de la société civile, les institutions de la République, mais aussi les acteurs politiques. La troisième action, qui me semble être aussi importante, c'est l'organisation d'une retraite stratégique du Conseil national qui va mobiliser tous ses démembrements pour adopter une approche commune pour la transparence et la crédibilité des prochaines élections. Cette action de la société civile guinéenne devrait contribuer à renforcer la position d'organes de veille et de rappel de la société civile dans le processus démocratique engagé en Guinée. L'incurie et les dérives d'une classe politique et d'une génération intellectuelle, effets, causes et conséquences, c'est le thème d'une conférence de presse organisée par le Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée. Objectif, dénoncer les problèmes engendrés par l'avènement du multipartisme en Guinée. Isiaga Diakité pour plus de précision. Cette conférence de presse organisée par le secrétaire général du Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée s'inscrit dans la démarche et l'idéologie de la lutte révolutionnaire que le peuple de Guinée avait menée à travers l'ancien président Feu Ahmed Sékou Touré. Selon le conférencier, l'émergence du multipartisme en Guinée a eu des conséquences négatives sur le développement sociopolitique du pays. Le multipartisme réintroduit en Guinée officiellement en 1992, qu'est-ce qu'il a organisé en fait si ce n'est pas la lutte fratricide entre les Guinéens? Le multipartisme à ce jour a produit combien de morts, combien d'handicapés à vie? Et parmi la couche la plus dynamique, la couche qui a le plus de force, la couche de la jeunesse. Sur la question de la crise politique qui prévaut en Guinée, Ismaël Condé a demandé aux Guinéens de se réconcilier et de renforcer l'unité nationale. La solution que nous avons, c'est que réconcilions d'abord les Guinéens. Arrangeons-nous pour que la confiance règne entre nous. Sur la base d'une forte unité nationale, sur la base de la sincérité dans nos rapports, tout est possible. En dehors de la confiance entre nous, en dehors de l'amour entre nous, rien n'est possible.
On va organiser des élections aujourd'hui, que ce soit des élections communales ou bien des élections présidentielles, avec la méfiance qui règne au sein de la classe politique, avec cette incitation à la haine ethnique qui a abouti à certains niveaux au fanatisme. Et que le résultat sera accepté de tout le monde. Les partis politiques doivent être créés sur la base du projet de société et non pas sur l'ethnie. Après la privatisation, qui a éparpillé, qui a détruit la structure étatique de la révolution, on dit qu'il faut le multipartisme. Parce qu'entre-temps, avec la privatisation, il faut former l'entreprise ici, il faut avoir quelqu'un qui a essaimé, qui a isolé les Guinéens les uns des autres, sur le plan économique notamment. Le multipartisme est venu pour tout aggraver. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est le langage de l'ethnocentrisme. C'est le langage du particularisme. On a réussi à allumer, surtout au niveau de la jeunesse, par la déformation, par le mensonge, par l'aliénation culturelle, on a réussi à tout déformer pour que la jeunesse ne croie pas au patriotisme, pour que la jeunesse ne croie pas à la dignité. À noter que pour le conférencier, la révolution en Guinée a eu des acquis, notamment celui de l'indépendance politique. Autre facette de l'actualité nationale, un jeune homme d'une trentaine d'années a été interpellé lundi dernier à Conakry par les brigades anti-criminalité en sa possession plusieurs gris-gris et de la drogue forte qu'il utiliserait pour exécuter ses sales besognes. Beno Marcilla, explication. Baklé Foromohaba a été interpellé lundi 20 avril dernier à 22h au carrefour Bomboli, quartier Koloma, par la BAC 8 en patrouille dans la localité. Le présumé fauteur de troubles avait sur lui un important arsenal de gris-gris qui assurait sa protection, des comprimés de drogue bleu-bleu et un lance-pierre magique. C'est quand on est avec quelqu'un, jusqu'à cette personne, vraiment, c'est pas possible. Tu viens, tu touches la personne, alors tu es parti. Parce que la première personne qui reçoit la pierre tombe automatiquement et s'évanouit. Selon ceux-là qui les portent, que quand tu portes, même si on tire sur toi, la balle ne t'atteint pas. Voilà la drogue dure qui accompagne ça, qui a été trouvée dans le sac de M. Baklé Foromohaba. Comme il le dit, que hier, c'était des comprimés blancs qu'il avait et qu'il est étonné ce matin de se voir avec des comprimés bleus. Mais au moment où il le recevait, il était sous comme un Polonais. Donc il ne se contrôlait même pas. Après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, Foromou demande pardon à la population à laquelle il aurait causé des désagréments. C'est des gentils bas. On l'a lancé un peu là. Tout ça c'était à la maison. C'est toujours à la maison. Si quelque chose va t'arriver, en tout cas ça t'arrive. Vraiment, je dis à la population, vraiment, ils n'ont qu'à vraiment m'aider, ils n'ont qu'à me pardonner. Je ne ferai jamais dans ma vie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rassure la population de la détermination de ses services à restaurer la quiétude sociale dans le pays. Le fait qu'il soit appréhendé et pris est la preuve manifeste qu'il n'a pas la foi et que le peuple s'organisera à travers ces institutions républicaines pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui pensent se retrancher derrière des gris-gris de ce genre, au mépris de la foi, au mépris de la loi, pour perturber l'ordre public. Que ce soit clair, nous ne ferons du tort à personne, nous ne ferons aucun abus, parce que nous sommes conscients que tout abus peut donner recours à un excès de pouvoir. La Guinée se trouve confrontée à de multiples formes de banditisme qui aujourd'hui font peur à la population et créent un fossé entre celle-ci et les services de sécurité. Comment outiller les femmes pour qu'elles s'impliquent davantage dans les processus de justice transitionnelle et de la paix en Guinée? C'est la toile de fond d'un séminaire d'échange qui a démarré ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place. Cette rencontre de 3 jours devrait également permettre aux femmes guinéennes d'être mieux outillées dans la recherche de la paix dans le pays. Nabi Kamara, Aïssa Toubaki.
Dès l'entame de ce séminaire d'échange et d'expérience sur l'implication des femmes dans le processus de justice transitionnelle, l'archevêque de Conakry a mis un accent particulier sur le rôle que doivent jouer les femmes afin de faire rayonner la justice et la paix en Guinée. Pour mener à bien le processus de justice transitionnelle et de réconciliation dans lequel nous sommes engagés, une place de choix doit être accordée aux vaillantes femmes guinéennes qui ont toujours prouvé leur attachement à la paix et au pardon. Nous comptons beaucoup sur vous, très chères sœurs, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à la construction d'une Guinée havre de paix, plus propice au respect de la dignité de l'homme et de la femme. Représentant le gouvernement guinéen à ce séminaire, le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux a rendu un vibrant hommage aux braves femmes de Guinée dans leur combat pour la consolidation de la justice et de la paix dans le pays. Alors, le gouvernement attend que les femmes puissent œuvrer pour qu'on arrive justement à cette réconciliation nationale qui est indispensable. Vous voyez, qui dit réconciliation nationale parle de dialogue. Encore aujourd'hui, ces jours-ci, le débat du dialogue est dit dans toutes les bouches des Guinéens, dans la classe politique, dans la classe économique, dans la classe sociale. Donc, je pense personnellement que les femmes ont un rôle éminemment important et primordial. Du côté des femmes, elles se réjouissent de leur participation à ce séminaire d'échange. Elles sont bonnes dans la mesure où j'ai entendu Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il a fait un discours très engageant pour nous les femmes qui luttons pour la paix et le renforcement de l'unité nationale. Si le Haut Commissariat aux droits de l'homme, financé par la francophonie, nous invite à nous investir dans ce séminaire pour avoir les outils de la justice transitionnelle afin que notre pays soit en paix, nous sommes dans notre rôle et nous trouvons que c'est un très bon séminaire. A rappeler que ce séminaire va s'étaler sur 3 jours et prendra fin ce samedi à Conakry. Sur un tout autre plan, la préfecture de Pita a bénéficié de plusieurs infrastructures au compte du 56e anniversaire de l'indépendance du pays qui devrait se tenir à Mamou. De nos jours, 98% des chantiers sont en phase de livraison. Le seul chantier en cours est la gare routière de Bandougou, qui est la toute dernière infrastructure que Pita a bénéficié au compte de la fête de l'indépendance. Bernard Koundounou. La préfecture de Pita fait partie des villes qui ont bénéficié des infrastructures à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du pays qui devrait se tenir à Mamou. Des bâtiments administratifs construits et d'autres rénovés. Voici ce qui change l'image de la commune urbaine de Pita. De nos jours, 98% des chantiers sont en phase de livraison. Grâce à la politique de délocalisation, n'est-ce pas, de ces infrastructures pour les fêtes de l'indépendance, Pita a bénéficié de tout ce que vous avez vu. Aujourd'hui, ces infrastructures sont presque toutes terminées, 98% pour l'essentiel. 10 000 mètres carrés, c'est la superficie totale de la nouvelle gare routière de Bandougou, encore en construction. C'est le dernier chantier que Pita a bénéficié au compte de la fête de l'indépendance. C'est le dernier chantier à être octroyé. Ils ont débuté ici vers la fin du mois de décembre. Nous avons une clôture de 100 mètres sur 100 mètres, ce qui fait 10 000 mètres carrés, soit 1 hectare. Donc les différents ouvrages que vous avez 2 quais pour les minibus, 2 quais pour les taxis. De la gendarmerie à la police, le palais de la justice, la préfecture, en passant par la résidence du préfet, la mairie jusqu'à la mosquée centrale, tous les chantiers sont en phase de livraison. Pour les autorités préfectorales, outiller ces chantiers en équipement pourrait créer les meilleures conditions de travail pour les fonctionnaires de la localité. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est les équipements pour que finalement, n'est-ce pas, Pita, qui est devenue une belle ville, après les équipements, Pita va devenir une préfecture très heureuse où les conditions de travail sont déjà créées pour l'ensemble des fonctionnaires
Et aussi les infrastructures sociales, la mosquée et autres, n'est-ce pas, sont très bien appréciées par la population. Au-delà des infrastructures, des éclairages publics le long des routes de Pita changent l'image nocturne du centre-ville. À l'image de plusieurs quartiers de Conakry, certaines localités de l'intérieur du pays ont des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Une pénible réalité qui frappe les habitants de Boubouya, l'un des quartiers de Kaliarori dans la préfecture de Kindia. Explication, Néné Moubaldi. Dans cette localité située à une centaine de kilomètres de la capitale, il n'existe aucun robinet dans tout le quartier. Un seul forage est mis à la disposition de tous les habitants de Boubouya pour s'approvisionner en eau potable. À défaut du forage, ces citoyens sont obligés de descendre au marigot ou encore d'utiliser l'eau de pluie de proximité afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. On souffre ici à cause de l'eau. On a un seul forage ici. Même si on veut laver, il faut qu'on descende jusqu'au marigot. Le marigot aussi est très loin d'ici. Je viens au marigot pour laver les habits parce qu'on n'a pas de l'eau dans notre quartier. Il n'y a pas d'eau dans mon quartier, c'est pour cela que je viens laver les habits par là. Dans la même localité, les habitants sont obligés de se réveiller à l'aube pour se procurer de l'eau. On se lève à 6 heures, des fois 5 heures pour avoir de l'eau. Quand on va devoir, ça trouve qu'il y a du monde, tout le monde ne peut pas avoir de l'eau. Ils lancent un appel au gouvernement afin de leur venir en aide, car ils estiment que l'eau du marigot et du forage sont souillées de bactéries. Ils n'ont qu'à nous aider vraiment à avoir de l'eau. Parce qu'on ne peut pas rester, quand tu as un talent, c'est l'eau. On ne peut pas rester sans l'eau. Ils n'ont qu'à nous aider. Vraiment, nous souffrons énormément. Aidez-nous. En attendant que cet appel soit entendu, les habitants de Boubouya se contentent d'utiliser ces eaux de pluie de marigot car ne sachant plus à quel sens se vouer. Procéder au lancement de la production du manuel de guide de la filière musique, c'est l'objectif de la rencontre du réseau des managers de Guinée ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place. Un document qui sera reproduit en 5000 exemplaires et qui permettra d'identifier tous les managers et artistes de la culture guinéenne. Manian Kondé. Réunis dans un réceptif hôtelier de la place, le réseau des managers de Guinée a fait ce mercredi le lancement de la production du manuel de guide de la filière musique. L'arrivée de ce document dans le monde culturel permettra d'identifier les artistes et managers de la culture guinéenne. Ce document va permettre en tout cas de mieux coordonner nos différentes actions et comme vous le savez, notre objectif aujourd'hui c'est de redynamiser le secteur culturel guinéen et rendre le métier de manager plus professionnel et être plus proche au contact des entreprises pour pouvoir mieux défendre nos artistes. Ce document sera produit en 5000 exemplaires. À travers sa mise en place, le réseau compte redynamiser le secteur culturel du pays. Présente à son lancement, la marraine du réseau parle d'un pari réussi. Le réseau des managers d'artistes de Guinée a réussi son pari puisque du moment où ils acceptent de travailler ensemble, de se donner les moyens de réussir en tout cas dans le domaine, de se doter de formations qui leur permettent d'être plus en tout cas professionnels dans leur domaine, c'est une aubaine. Et donc cet exemplaire qui va apparaître va permettre justement aux usagers de musique, aux mélancoliques, aux personnes comme nous autres qui adorons la musique et la culture, de toucher très vite les artistes que nous souhaitons à travers justement ce recueil. À travers ce projet, les managers d'artistes de Guinée demandent le soutien des autorités pour son bon fonctionnement. Il faudrait que l'autorité sache que la culture regorge en son sein des gens qui peuvent réfléchir, des gens qui peuvent faire des projets, mais des gens qui peuvent faire en sorte que la Guinée soit vendue positivement. Donc qu'ils viennent, qu'ils sachent que cette culture ne peut que être un élément positif pour le gouvernement. La mise en place de ce projet intervient après celui qui a consisté à la formation des managers d'artistes de Guinée dont la première session a eu lieu du 12 au 26 mai 2014 à Conakry. Ailleurs dans le monde, le cas du Français condamné à mort pour trafic de drogue en Indonésie continue d'attirer l'attention des dirigeants français. L'ultime recours de Serge Atlaoui a été rejeté hier et ses proches continuent de se mobiliser. Reportage. Comment sauver Serge Atlaoui? C'est la question que se posent ses proches. Après le rejet hier du recours auprès de la Cour suprême, il ne reste que la diplomatie et la mobilisation.
Sa femme n'a jamais baissé les bras. Elle s'est rendue souvent à la prison indonésienne où il est détenu. On s'y rend par bateau, car le pénitencier se trouve sur une île. Serge Atlaoui y est encore incarcéré et c'est là qu'il doit être fusillé. Sabine Atlaoui lui a annoncé la confirmation de sa condamnation à mort. Il a encouragé à venir. Et même s'il y a eu ce choc de cette nouvelle, il est clair qu'il est toujours dans ce combat, qu'il est toujours courageux et qu'il va même aller jusqu'au bout. Je pense qu'il est impensable et inimaginable et inhumain de laisser des situations. En France, c'est le frère du condamné qui se mobilise pour éviter l'exécution. J'en profite pour relancer un appel au président de la République, M. François Hollande, à l'Union européenne, ainsi qu'à une mobilisation citoyenne pour venir en aide très rapidement à Serge Atlaoui pour lui éviter le peloton d'exécution. Reste que l'espoir est mince. Le président indonésien récemment élu affiche une ligne très dure vis-à-vis du trafic de drogue. Il a même refusé un échange de prisonniers avec l'Australie, qui a 2 ressortissants condamnés à mort et tentaient de surseoir à leur peine. Ce matin, Manuel Valls a rappelé via un tweet l'opposition de la France à la peine de mort. Depuis 2007, dans le couloir de la mort, Serge Atlaoui, 51 ans, a toujours clamé son innocence. La confusion au Yémen. De nouveaux raids ont été menés ce mercredi par l'Arabie Saoudite. De nouveaux combats alors que Riyad a annoncé hier soir la fin de ses opérations. Suivez. The job is not done. Le boulot n'est pas fait. C'est en substance ce qu'a déclaré la directrice de la communication de la Maison Blanche à propos du Yémen. L'Arabie Saoudite a annoncé mercredi l'arrêt de l'opération Tempête décisive débutée le 25 mars. Depuis Riyad, le président Hadi a remercié ses alliés. Nous serons victorieux avec l'aide de Dieu, car nous sommes sur le bon chemin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous allons bientôt sortir de cette crise. Pourtant, les raids continuent sur la ville de Taez et les combats entre milices houthis et loyalistes sévissent toujours dans les villes de Dalé et d'Aden. À Sanaa, des milliers de personnes manifestent pour montrer leur soutien aux milices houthis. L'Iran, leur principal allié, appelle à une solution politique du conflit. Nous étions contre une intervention militaire. Nous voyons une solution pour le Yémen à travers les négociations. Redonner l'espoir, c'est désormais la nouvelle phase menée par la coalition. Une reprise du processus politique au Yémen qui s'appuiera sur la fourniture d'une aide humanitaire et sur la lutte contre le terrorisme dans un pays où Al-Qaïda reste très actif. À quoi joue Shinzo Abe, le Premier ministre japonais connu pour ses positions nationalistes? Eh bien, il fait volte-face. Il a tenu à exprimer les remords profonds du Japon pour les agressions commises lors de la Seconde Guerre mondiale. Reportage. Peut-être un signe de détente entre Tokyo et Pékin. Lors du sommet Asie-Afrique organisé à Jakarta, le Premier ministre japonais a fait acte de repentance pour les agressions perpétrées par son pays durant la Seconde Guerre mondiale. Nous ne devons jamais permettre que les puissants utilisent impunément leur force afin de soumettre les plus faibles. La sagesse de nos ancêtres est que la loi doit protéger la dignité des nations souveraines, grandes ou petites. C'est avec de profonds remords sur la guerre passée que le Japon promet de rester une nation fidèle à ses principes. Une déclaration surprenante pour un Premier ministre qui, encore mardi, faisait déposer un arbre sacré au sanctuaire de Yasukuni à Tokyo. Un sanctuaire de la discorde, puisque chaque année des dizaines de parlementaires viennent se recueillir devant ce mémorial qui rend hommage aux morts pour la patrie, parmi lesquels 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après 1945. Cette année encore, les parlementaires ont honoré ce rendez-vous qui, à chaque fois, irrite la Chine et la Corée du Sud au plus haut point. Pékin et Séoul attendent toujours des excuses sincères pour les atrocités commises, mais cette repentance pourrait apaiser les relations tendues entre le Japon et la Chine. Selon un porte-parole du gouvernement japonais, une réunion entre Shinzo Abe et le président chinois Xi Jinping serait en préparation, alors que dans quelques jours sera célébré le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.gropevasionguinee.info. Bonsoir chez vous.